face de vous, vous avez Sitafa Savané. Mais bon, je pense qu'il a un nom beaucoup plus long. Je vais lui demander. Sitafa, déjà, Nangadef. Ça va bien, merci. Sitafa, aujourd'hui, dans Setsi. Mais d'abord, beaucoup de gens au Sénégal et que tu leur parles un peu les jeunes basketteurs. Bon, je suis Sitafa Savané. Beaucoup des plus jeunes basketteurs peut-être ne savent pas beaucoup sur ma carrière parce que je suis parti du Sénégal assez tôt. Je suis parti aux États-Unis avec ma mère quand j'étais au lycée, quand elle travaillait aux Nations Unies. Donc j'ai vraiment seulement joué en petite catégorie à la Jeanne d'Arc pendant 2 années avant d'aller aux États-Unis et après éventuellement en Espagne. Wow. Aujourd'hui, tu as eu à faire le rêve américain, comme le disent tout le monde. Mais bien avant ça, beaucoup de gens ont dit kan mo la jangal yow personnellement ku la jangal jox ballon basket ne la jangal basket kan mo la jangal. Dès le début, j'ai eu la grande chance d'avoir un grand frère basketteur. Mais au tout début, j'étais pas très basket. Comme tout le monde au Sénégal, j'étais un grand fan du foot. Mais éventuellement, petit à petit, j'ai découvert le basket. Et je me souviens toujours, le moment du déclic était lors des Jeux Olympiques de 92 avec la Dream Team. Et de voir cette équipe évoluer vraiment m'a fait tomber amoureux du basket. Et à partir de là, j'ai commencé plus à m'intéresser. Et à l'époque, je vivais à Genève avec ma mère encore. Et dès qu'on est revenu au Sénégal, j'ai commencé à jouer à la Jeanne d'Arc. Et vraiment, les coachs qu'on a eu là-bas m'ont énormément aidé pendant ces 2 premières années à avoir une certaine base qui, plus tard, quand je suis allé aux États-Unis, a fait que j'ai pu me différencier de toutes les autres personnes, de toute la multitude qui joue au basket là-bas. Quels ont été ces deux coachs? On a beaucoup entraîné. Il y a Basso, bien sûr, que tout le monde connaît, qui était un peu en haut de toute cette pyramide. Et après, il y avait Diagne, qui était là-bas pendant cette période de temps-là, qui vraiment m'a aussi beaucoup marqué. D'accord. Donc, ton cursus, c'était GIA, États-Unis? Oui. Alors, j'ai fait la Jeanne d'Arc. Et après, je suis allé aux États-Unis. J'ai fait les 2 dernières années du lycée aux États-Unis. Et j'ai joué dans le championnat au niveau de New York State. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à donner des signes de pouvoir faire quelque chose dans le basket. Et c'est là qu'il y a eu de l'intérêt de certaines universités américaines. D'accord. Donc après, tu es allé à la Navy, je crois? Oui, effectivement. Donc, après, j'ai fait un choix un peu atypique pour beaucoup, qui était d'aller à une école militaire. Et une des grandes raisons était vraiment parce que à cet âge-là, je crois qu'il est très important de penser non seulement à la possibilité du basket, mais la première chose, c'est les études et le futur que les études nous donnent. Et le basket vraiment est un outil qu'on peut utiliser pour avoir accès à cette éducation. Et vraiment, au niveau du choix, j'ai choisi l'école que je pensais était la meilleure au niveau de l'éducation qu'elle pouvait me donner pour toute ma vie, pas seulement qu'il y ait une bonne équipe de basket. D'accord. Donc toi, personnellement, tu crois qu'on peut associer études et sport? Non seulement je crois qu'on peut le faire, mais je crois qu'on doit le faire. Et surtout pour nous les Sénégalais, le basket, le sport en général, est une profession très aléatoire. On sait tous que beaucoup de carrières peuvent se terminer d'un jour à l'autre. Donc il ne serait jamais prudent, de mon point de vue, de mettre tous les œufs dans le même panier et de penser que ça va être le basket et tout court. Il est extrêmement important de faire la part des choses au niveau des études. Et le système américain d'ailleurs est construit pour ça. Parce qu'il est impossible de jouer au basket ou à n'importe quel sport si on n'a pas un minimum de notes dans nos études. Et je crois que c'est un bon système à suivre. D'accord. Alors, la Navy, combien d'années? J'ai fait les 4 ans à la Navy. J'aime dire les 4 ans les plus durs de ma vie parce que on a dû vivre beaucoup de ces petites choses qu'on voit dans les films militaires. Et c'était très dur, mais c'est aussi quelque chose qui forge énormément le caractère. Et depuis lors, chaque fois que je me suis trouvé dans des situations difficiles, je peux repenser à ces années-là et trouver une certaine force dans le fait que si j'ai pu terminer ces 4 ans, je peux probablement résoudre n'importe quel problème que je rencontre dans cette vie. D'accord. Après Navy, quelle a été la suite? Alors après Navy, je suis allé directement en Espagne et en fin de compte, j'ai fait toute ma carrière en Espagne. J'ai vraiment eu une grande opportunité dès ma première année de pouvoir intégrer un pays où tout le monde maintenant essaie d'aller pour jouer au basket en dehors de la NBA. Et j'ai commencé à Menorca ma première année en 2e division. Et après une bonne saison, j'ai pu aller à Tenerife, dans les îles Canaries. Et finalement, j'ai fait 7 ans dans les îles Canaries, 3 sur Tenerife
et maintenant les 4 dernières années à Las Palmas. Comment ça s'est passé ton intégration? Bah, le début était logiquement assez difficile parce que non seulement c'est un changement de pays, un changement de culture, il y avait la barrière de la langue parce que je ne parlais pas espagnol avant d'arriver à Menorca. Et aussi même au niveau du jeu, on sait tous que chaque fois quand vous changez de niveau, il y a un changement au niveau tactique, au niveau du jeu. Donc ça a été assez dur, mais bon, comme j'ai dit avant, j'ai eu assez de chance dans la vie de pouvoir bouger et avoir à m'adapter à de nouvelles situations. Donc ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Et dès le début, mon premier objectif était apprendre à parler espagnol, logiquement. Et à partir de ça, mettre les pierres une à une pour pouvoir vraiment construire une carrière solide. D'accord. Faisais-tu partie de ces jeunes qui voyagent et qui sont tout le temps au téléphone, maman j'ai ça, grand frère j'ai ça, ou bien dès le départ tu as été assez responsable? Non, dans ma famille, on nous apprend très jeune et très vite à devenir responsable parce que mes parents n'ont jamais été le genre de parents qui nous couvrent de trop. Bien au contraire, ils nous ont toujours motivés à aller vers l'extérieur, à dépendre de nous-mêmes et ça m'a vraiment beaucoup servi dans ma carrière professionnelle. Ok, toujours avec Sitafa. Sitafa, maintenant, tu as fait 7 ans en Espagne. Peux-tu nous dire quels ont été tes meilleurs moments en Espagne? Les meilleurs moments vraiment que j'ai vécu en Espagne, un des plus émouvants, c'était avec ma première équipe dans les îles Canaries, Tenerife, quand on a fait monter l'équipe à la première division. Ce que, comme tout sportif ou tout fans, est une chose qui est extrêmement dure et en Espagne encore plus. Et Tenerife avait fait 20 ans, je crois, depuis la dernière fois qu'ils étaient en première division. Et vraiment, c'était un grand moment parce que quand vous avez travaillé pour quelque chose toute une année, ça donne un plaisir énorme d'arriver au but et de gagner le championship. D'accord. Mais maintenant, il te reste une année. Tu as déjà pris ta décision ou le choix de rester toujours en Espagne? Non, il est vraiment encore très tôt parce que bon, j'avais un contrat de 3 ans à Las Palmas. Je vais là jouer ma dernière année. Ça fait déjà 4 ans que je suis à Las Palmas. Je suis capitaine de l'équipe les 3 dernières années. Je suis vraiment très à l'aise dans cette équipe. Mais en même temps, un joueur a toujours besoin de nouvelles motivations, exactement, de nouveaux challenges pour continuer à grandir comme joueur. Et ça va être une décision. Quand vous allez à un buffet, il y a énormément de plats devant vous. Vous en goûtez un et vous aimez bien. Est-ce que vous continuez à manger ce plat-là ou finalement vous changez à quelque chose d'autre? Mais là, je vais d'abord me concentrer pour avoir une très bonne saison.